Bienvenue sur cette vidéo du troc au Bitcoin, du Bitcoin, quel avenir? Je suis Leader Avid et je suis très content de vous présenter cette vidéo. Il faut dire qu'elle m'a été inspirée par une opportunité dans la sphère crypto-monnaie sur les portefeuilles centralisés et décentralisés. Mais il fallait de façon urgente que nous fassions d'abord un feedback sur comment les monnaies avaient été créées et comment le Bitcoin était venu et quelles perspectives il nous donnait. Alors, je suis très impatient de voir comment vous allez trouver cette vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment. Mais avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos opportunités. Nous allons remonter le temps. Au tout premier système commercial, on avait quoi? On avait le troc. En ce moment-là, il n'y avait pas de monnaie pour faire les échanges. Donc, les gens échangeaient les services, ils échangeaient leurs talents, leurs compétences contre d'autres choses. Souvent, des personnes même étaient emmenées à être échangées au temps de l'esclavage. Après, ce temps-là a changé parce que les civilisations ont trouvé plus intéressant d'utiliser les matières qui avaient été produites en grande masse. Donc, on avait la production de riz, on pouvait avoir l'orge, le coquillage et pas mal de choses, les pierres, jusqu'à ce qu'on passe même à l'or pour certains échanges. Chose que des personnes ont trouvé encore beaucoup plus intéressante. Donc, ce système ne va pas trop durer jusqu'à ce qu'on trouve de mélanger l'argent et l'or, on les pressait et ça formait ce qu'on a appelé les pièces de monnaie. Donc, c'est comme ça que les pièces sont venues et elles étaient pré-pesées. Donc, en fonction de leur poids, il y avait la valeur. Les Chinois sont ensuite venus avec l'invention de la monnaie en papier et qui était seulement disponible que dans des institutions privées reconnues comme les banques. La monnaie en papier était donnée en échange pour préserver l'or et l'argent. Donc, les civilisations venaient dans les banques, déposaient leur or et l'argent et en contrepartie, elles recevaient quoi? Elles recevaient de la monnaie en papier. En fait, la monnaie étant au départ des métaux précieux, comme on l'avait expliqué, donc c'était de la marchandise parce que les gens avaient autant des réserves de riz, pas mal de choses et c'était le troc. Et à un moment, les gens ont commencé à avoir aussi de l'or. Mais une fois que ce or-là se changeait, ou cet or ou cet argent se changeait contre d'autres choses, on pouvait considérer aussi ces choses-là, ce or-là, comme de la marchandise. Du coup, elle est devenue une unité de compte qui est une dette au passif des banques. Au lieu de s'appuyer sur l'or pour prêter l'équivalent en argent, les banques vont s'appuyer sur quoi? Sur la promesse de paiement des clients, donc les créances clients, pour prêter de l'argent. Or, ces clients sur lesquels ils s'appuient ne sont connus que des dites banques. Du coup, pour convertir cet argent d'une banque à une autre, c'était difficile. En 1964, l'Angleterre a commencé à faire quoi? A mis en place une banque centrale qui a commencé à émettre des billets en contrepartie de quoi? Des obligations, donc des papiers, des titres royaux, ce qui remplaçait la convertibilité avec l'or. En France, en 1800, il y a eu la création des banques centrales qui ont eu pour rôle l'émission exclusive de billets de banque en détachement total avec l'or. On a, selon le courant currency principal,
On a en actif l'or et en passif les billets de banque. Donc, si on produit 100 billets de banque, on doit avoir la valeur des 100 billets de banque en or. Mais le courant Banking Principle a dit qu'il n'y a pas assez d'or pour servir le besoin réel en argent. Donc, en plus de l'or, on va utiliser quoi? Les promesses de paiement, donc les créances clientèle. Ça a mis du temps à être accepté, mais aujourd'hui, c'est ce qui se produit. Lorsque le marché interbancaire manque de liquidité, les banques sont donc obligées de faire quoi? Se référer aux banques centrales qui, elles, vont créer de la monnaie pour garantir en fait les réserves d'argent mondial. Mais cette monnaie devrait être créée avec la présence de l'or, mais maintenant c'est parti avec tout simplement les promesses, donc que sont les créances. Les banques centrales donc vont contrôler tout ça et donc à partir de quoi? Des taux d'intérêt à court terme. Et elles sont capables donc d'influencer le coût de la vie à travers les prêts parce que l'émission de monnaie qu'elle fait pour donner aux banques des pays normaux, là, c'est quoi? C'est fait avec des taux d'intérêt. Donc, il leur suffit juste d'augmenter les taux d'intérêt. Du coup, les banques qui ont l'argent cher vont aussi augmenter les taux d'intérêt sur le marché et ça va créer quoi? Des inflations. Au contraire, si elle diminue les taux d'intérêt, ça va créer quoi? Des déflations, ça va créer de l'économie dans les ménages. Donc, c'est ainsi que les grandes puissances vont contrôler en fait l'argent dans le monde. Voyant tout cela, un individu ou un groupe d'individus du nom de Satoshi Nakamoto va penser créer un programme qui pourra s'auto-réguler, intraçable, incorruptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, avec un livre de compte unique pour celui qui envoie et pour celui qui reçoit l'argent, tout s'écrit sur le même livre de compte, dans un temps précis et tout allié dans des chaînes de blocs. Ça veut dire qu'une fois qu'une transaction est validée, on ne peut plus revenir dessus. Et encore, qui valide cette transaction? Ce sont des personnes partout à travers le monde qui sont spécialement payées pour ça. Nous allions donner la naissance à Bitcoin. Mais à quel moment précis Bitcoin rentre en scène? Le 15 septembre 2008, la crise des subprimes. La banque d'affaires Lehman Brothers fait faillite et les marchés internationaux dévissent. Le monde a les yeux rivés sur les États-Unis et pense que la crise sera internationale. Le 31 octobre 2008, juste quelques temps après, un mail est envoyé à un groupe de passionnés d'informatique appelé Cypherpunk. Ce mail contenait le livre blanc, donc le procédé détaillé du fonctionnement de Bitcoin. Satoshi Nakamoto avait fait son entrée. Le fonctionnement expliquait tout simplement des transactions de pair à pair du Bitcoin en supprimant le tiers de confiance. Faut noter que jusqu'à ce jour, le créateur du Bitcoin n'est pas connu du grand public, ce qui fait que les États n'ont aucun moyen de pression sur ce dernier. Par la suite, après avoir entièrement lancé Bitcoin, ce dernier va se retirer peu à peu des échanges. Le premier bloc a été miné le 3 janvier 2009 à 18 h et va contenir, comme pour marquer le lancement officiel de Bitcoin, un article du Times Magazine. Il faut comprendre qu'il existe au maximum 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura pas un de plus. Dès sa création, Satoshi Nakamoto va mettre 1 million de Bitcoin de côté, portant sa valeur à plus de 67 milliards de dollars en 2021. Donc, comment la valeur de Bitcoin avait pu monter d'une valeur dérisoire jusqu'à 67 000 dollars en 2021? L'un des gros problèmes des banques demeure le tiers de confiance. Et cette petite monnaie aurait gagné de la confiance
et son adoption au fur et à mesure que les personnes la comprenaient, de sorte à ce que de plus en plus de personnes puissent y mettre de l'argent jusqu'à ce qu'elle puisse avoir cette valeur. Moins d'un an après, le développeur Laszlo Hanek va laisser un message sur le forum Bitcoin où il propose de payer 10 000 BTC pour 2 grandes pizzas. 4 jours plus tard, un Britannique effectue la commande de 2 pizzas Papa John qu'il fait livrer à Laszlo Hanek dans son état. Ainsi, ce dernier reçoit ses 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins qui seraient estimés à 675 490 000 $, prix historique de 2 pizzas. Pour suivre l'histoire, 9 mois après cette livraison de pizza, en février 2011, le prix de Bitcoin va marquer un nouveau tournant grâce à sa parité avec le dollar. Un Bitcoin était égal à 1 dollar, ce qui a fait énormément de polémiques. Les États vont commencer à bouger. Est-ce que le Bitcoin est fiable? Est-ce qui est derrière? Et ceci, cela. Mais rappelez-vous, Satoshi l'avait fait en anticipant tous ces mouvements. Du coup, aucune personne ne pourrait être influencée. Comment le Bitcoin fonctionne-t-il? Il faut savoir que c'est une monnaie numérique. Environ 19 millions d'unités en circulation à cette date, tels des objets de valeur que des collectionneurs cherchent à se procurer. Si vous allez à une vente aux enchères, vous allez voir que des gens enchérissent, et cela fait monter sa valeur. Pourquoi il est un objet de valeur? Il faut comprendre qu'il existe un réseau d'ordinateurs que tout le monde peut rejoindre qui maintient une feuille de calcul Excel mondiale décentralisée du nombre de pièces que possède chaque personne. Il est intéressant car aucune autorité centrale, banque, État ne la contrôle. Il n'y a pas de groupe de personnes qui puissent envoyer plus d'unités à qui que ce soit ou les manipuler à des fins politiques. La monnaie se base sur la technologie blockchain qui est une chaîne de blocs qui est comme un registre comptable unique daté de toutes les transactions qui a été faite depuis sa création. L'intérêt étant de maintenir la comptabilité fiable donc de toutes les transactions obtenues sur le réseau tout en étant impossible à falsifier et en empêchant les doubles dépenses. Avec les banques justement, les moyens de paiement étant centralisés, les banques faisaient face à des problèmes de double dépenses et de falsification. Voilà pourquoi l'objectif de Bitcoin est de se débarrasser du tiers de confiance. Pour éviter le problème, la blockchain va rassembler sur un livre géant de plusieurs dizaines de gigabits toutes les transactions sur le réseau Bitcoin. Ensuite, tous les appareils qui contribuent à ce réseau vont avoir ces mêmes transactions de sorte à ce que la sécurité soit garantie. Elle permet donc de transmettre des infos fiables et sécurisées sans avoir recours à un tiers de confiance. Comment se passe l'échange de valeurs? Imaginez que vous êtes 5 personnes dans une maison qui voulaient échanger de la valeur. La personne 1 veut envoyer 5 € à la personne 2. Lorsque cela se fait, on le note dans un registre général de la maison, matérialisant même que le solde de la première personne a diminué de 5 € et que le solde de la deuxième personne a augmenté de 5 €. Et plusieurs transactions se faisant comme ça dans la journée, à la fin de la journée, les 5 personnes de la maison signent la page et personne ne peut la modifier. On tourne donc la page et on ouvre une nouvelle feuille, ce qui représentera un bloc. Donc dans un bloc, nous avons plusieurs transactions qui sont validées par plusieurs validateurs différents
Et à la fin, le bloc se ferme et on va ouvrir un bloc suivant. Ainsi, les transactions sont retraçables et visibles de tous. En plus de la technologie blockchain, il y a d'autres technologies qui s'y ajoutent pour la faire fonctionner et la sécuriser, telles que le proof of work ou preuve de travail. Ce principe permet de se rassurer que Bitcoin garde une comptabilité fiable, même si 50% des acteurs du réseau tentaient de le détourner. L'algorithme implique l'intervention donc de mineurs, sont des particuliers ou des professionnels qui vont mettre à disposition leur machine pour sécuriser le réseau en échange de quelques bitcoins. Ils reçoivent en récompense les frais payés par les utilisateurs de réseau. Une fois tous les mineurs ont vérifié une transaction en cours, il faut choisir quel bloc de mineurs sera rajouté à la blockchain. C'est en ce moment que la preuve de travail intervient. Une étape dans laquelle ils doivent procéder à une opération mathématique complexe qui consomme énormément d'énergie de sorte à ce que le gagnant remporte le nombre de BTC prévu de 6,25 BTC et de démarrer le bloc suivant. Par ce procédé, un bloc est miné toutes les 10 minutes, ni plus ni moins. Cette récompense est divisée par 2 chaque 4 ans. C'est ce qui explique le fameux halving. Tout est calculé jusqu'à la 21e pièce de million de BTC en circulation. En plus de la preuve de fond, nous avons plusieurs principes tels que la fonction de hachage, l'envoi des fonds et la rareté numérique. C'est par ce procédé complexe que Bitcoin va se développer et se créer. L'après-Bitcoin va donner ouverture sur plusieurs crypto-monnaies, cas de la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation boursière. Je dis l'Ethereum. L'Ethereum est créé par Vitalik Buterin, qui est né en Russie, qui grandit au Canada où il est placé dans une classe pour enfants surdoués et attiré par les mathématiques, la programmation et l'économie. En 2013, suite à la visite des développeurs d'autres pays avec qui il partage le même enthousiasme pour le code, il publie un livre blanc proposant Ethereum. Il abandonne l'université en 2014 lorsqu'il reçoit une subvention de $100 000 de la bourse Thiel et va travailler à plein temps sur Ethereum et arrive par la suite à faire une levée de fonds de $8 millions pour son projet. Buterin est cofondateur et inventeur d'Ethereum. Il s'appuie sur le Bitcoin et va élargir Ethereum, va même sortir du concept de monnaie. L'idée principale d'Ethereum est de créer un ordinateur mondial décentralisé, accessible globalement, sur lequel on peut construire des dApps, qui sont des applications décentralisées qui vivent sur la blockchain. Un nouvel Internet qui ne nécessite plus d'aucun serveur. Du coup, redonner aux individus le pouvoir sur leurs données, les informations majeures sont confiées aux géants d'Internet de ce monde, Facebook, Twitter, Google, etc., ce qui peut exposer au piratage informatique ou au fuite d'informations. Ethereum renverse la vapeur avec un système décentralisé géré par un protocole cryptographique, retirant la confiance aux hommes et la dirigeant vers les mathématiques, ce qui devient optimal. Ethereum permet aux programmeurs de créer leur propre plateforme et à partir de cette plateforme, leurs propres tokens qui sont des jetons à partir du programme source, ce qui leur évite de recréer tout le système Bitcoin. Introduction aux contrats intelligents, smart contracts, qui sont des programmes qui permettent d'automatiser des contrats et de les exécuter automatiquement. Possibilité de participer à des achats d'entreprises à faible prix
ICO, les dApps donnent la possibilité d'utilisation de biens de manière optimale, comme par exemple l'exploitation d'un véhicule personnel pour le transport à des heures où il ne serait pas utilisé, ou l'allocation de la mémoire RAM d'un ordinateur pour les services d'une entreprise quelconque. Tout ça va donner naissance à plusieurs crypto-monnaies, à plusieurs portefeuilles, à plusieurs technologies qui vont dans tous les sens. Cette vidéo a été réalisée pour savoir le bien fondé de Bitcoin et des crypto-monnaies. Après celle-ci, nous pourrons développer plusieurs types de vidéos. L'une que je vais vous proposer est une vidéo qui va faire ressortir toutes les limites d'un portefeuille centralisé qui s'appuie sur le réseau Bitcoin ou autre, afin d'en proposer de nouveaux portefeuilles qui, eux, ont pu lever les problèmes laissés par les prédécesseurs. Vous pourrez voir cette vidéo juste après et vous pourrez, pourquoi pas, y participer et vous lancer dans l'utilisation des crypto-monnaies si ce n'est déjà fait. J'espère que la vidéo vous a instruit et on se donne rendez-vous juste après pour la prochaine vidéo.